Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique. Voilà, après la rentrée de la droite hier, c'est la rentrée à gauche. Plusieurs ministres, mon cher Guillaume Tabar, étaient en meeting hier près de Toulouse. Peut-on parler de lancement de campagne de François Hollande alors que tout le monde l'enterre dans les sondages, à commencer par Bernard Sananès il y a quelques instants, le patron d'Elab. Oui, alors ce meeting était effectivement en quelque sorte le premier étage de la fusée qui doit mettre François Hollande en orbite pour 2017, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la fusée manque de combustible pour décoller. Il s'agissait hier de défendre le bilan du président et surtout d'afficher l'unité du PS derrière son probable candidat. Mais pour l'enthousiasme, on repassera, car il faut dire que dans les rangs de ceux que l'on pourrait appeler les légitimistes du PS, eh bien, on n'a pas le moral. La courbe de popularité du chef de l'État est un encéphalogramme plat. 16% dans le dernier IFOP-JDD, alors que traditionnellement, au retour des vacances, les Français sont plus cléments envers leurs dirigeants. Les candidatures rivales qui se multiplient, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Cécile Duflot, on a vécu ça à la fin du mois d'août. 3 anciens ministres de François Hollande qui sont lancés dans le concours de celui qui cognera le plus fort contre son ancien patron. Sans parler bien sûr de Jean-Luc Mélenchon, plus en colère que jamais, et d'Emmanuel Macron, plus solitaire que jamais. Enfin, cerise sur le gâteau, la polémique sur le Burkini qui a mis au grand jour un désaccord entre Manuel Valls et plusieurs de ses ministres qui étaient présents à ses côtés hier soir, comme Najat Vallaud-Belkacem ou Marisol Touraine. Qu'on a vu d'ailleurs avec un gros plan applaudissant, mais alors vraiment très très mollement Manuel Valls. Et oui, donc comme quoi pour le rassemblement à gauche, il reste un sacré chemin à faire et le problème pour Hollande, c'est que il n'a plus ni beaucoup de temps, ni surtout beaucoup d'arguments pour inverser cette courbe-là. Est-ce que la primaire de droite va contraindre la gauche à un minimum de discipline et d'unité? Écoutez, depuis une semaine en effet, de Manuel Valls à Jean-Christophe Cambadélis, en passant par votre invité ce matin, Jean-Marie Le Guen, le discours se résume en une seule phrase: au secours, Sarkozy revient. C'est l'ultime ciment à gauche. Un jour, on l'accuse de trumpiser les esprits, un autre de poutiniser le débat, et hier soir à Toulouse, à côté de Toulouse, le Premier ministre n'a pas fait dans la nuance. C'est une menace considérable, a-t-il lancé à propos de l'ancien chef de l'État. Alors, diaboliser l'adversaire pour mobiliser les siens, c'est un classique en politique, mais Manuel Valls, vous noterez, a eu la lucidité de reconnaître l'antisarkozysme ne peut pas, à lui seul, tenir lieu de programme. Et tout le problème de la gauche est là. C'est qu'elle cogne d'autant plus durement contre Sarkozy qu'elle n'a précisément pas grand-chose de positif à mettre en face. Son bilan est pour le moins contesté, son unité est envolée et de manière irréversible, pour reprendre les mots de Manuel Valls, et personne, même à gauche, ne voit aujourd'hui François Hollande en mesure de se qualifier pour le second tour. Et c'est ça qui est inquiétant pour le PS, car si les électeurs de gauche ne croient plus en une victoire possible de Hollande, et si vraiment ils veulent à tout prix éviter Sarkozy, eh bien, que peuvent-ils faire? Eh bien, pourquoi pas aller voter Juppé à la primaire? Merci Guillaume Tabar. Dans un instant, nous sommes en direct avec, d'ailleurs c'est tout de suite, avec Jean-Marie Le Guen, le voici. L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Voilà, est-ce que Jean-Marie Le Guen, vous avez le sentiment que le meeting d'hier à Toulouse, c'était un meeting d'enterrement de François Hollande? Non, c'était un meeting de rentrée, c'est un meeting de rassemblement. Il avait son utilité, elle a été décrite, c'est réaffirmé aussi dans un climat où on est systématiquement dans le dénigrement de l'action gouvernementale. Tous les éléments positifs qui existent dans ce bilan. C'est bizarre, un meeting où tout le monde applaudit un candidat qui n'existe pas, parce qu'on ne sait pas qui vous savez, alors attendez, ça j'ai fait ça en 88. Vous voyez, j'étais un des responsables des socialistes parisiens. Et donc en 88, j'ai fait un meeting en février 88, sans candidat, préparant l'élection présidentielle. C'était François Mitterrand. Donc il n'y a personne sur scène. Non, et je vous explique que la vie politique est un petit peu plus complexe que la scénographie que vous nous proposez. Je voudrais qu'on écoute ce matin Arnaud Montebourg qui était sur RTL. Voici ce qu'il dit du président de la République. Il ne devrait pas se représenter. Pourquoi? Parce que on ne peut pas gagner avec un bilan pareil, et surtout, dès lors qu'on est soi-même l'auteur de renoncement et de reniement. Ce sont des vérités que les Français peuvent partager. Il ne peut nous mener qu'à une élimination programmée dès le premier tour de l'élection présidentielle. Voilà, ça m'évite une question, c'est le réquisitoire le plus violent.
Il est presque plus violent le réquisitoire de Montebourg. Ça vous étonne pas? Non, ça ne m'étonne pas du tout. Bon, bah alors, voilà, passons à autre chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça veut dire que la gauche divisée est condamnée. Mais pas du tout. Arnaud Montebourg est dans la cohérence avec ce qui l'a amené à quitter le gouvernement, ou à se retrouver dans une situation où il ne pouvait que quitter le gouvernement. Je me suis déjà exprimé, d'autres aussi, pour dire que les qualités d'Arnaud Montebourg, qui sont souvent réelles, sont malheureusement gâchées par certaines formes d'outrance dans ses propos. Là, il est dans une stratégie qui vise à essayer de dissuader le président de la République. Si Hollande, ça avait marché, si les promesses économiques avaient été réalisées, il n'y aurait pas ce problème-là. Ah ben oui, mais Sarkozy n'aurait peut-être pas été battu. Vous vous posez pas la question en permanence aux Républicains de savoir pourquoi ils ont été battus en 2012. Mais on leur a posé pendant je ne sais pas combien de temps. Écoutez, ce que je regarde et pourquoi aujourd'hui il revient. Alors mais ce que je veux dire, la vie politique, on n'est pas dans l'absolutisme. On n'est pas dans l'absolu. On va pas dire que la gauche c'est que le paradis, la droite c'est l'enfer et réciproquement. Il y a un bilan qui est très dénigré dans une France qui a énormément psychologiquement, j'allais dire, d'interrogation et peut-être même une forme de dépression, ça a été dit par des commentateurs. Bien, dans ce cadre-là, il nous revient de dire pour partie, oui, là, nous n'avons pas suffisamment progressé, nous n'avons pas... Alors, mais la division de la gauche, c'est une maladie, effectivement, qui nous touche, mais en même temps, dans une offre politique qui ne cesse de se diviser. Je vous rappelle qu'on était dans la bipolarité, on est pour le moins dans la tripolarité, que à droite, je crois savoir... Ne soyez pas trop analytique et pardonnez-moi de vous répondre aux questions. Ce que je veux vous dire, la vie n'est pas... Ne nous ramenez pas au simplisme. Voilà, on est dans la complexité, on est dans la difficulté et on essaye de remonter la pente. Absolument. Voilà. La complexité, Michel Rocard en a beaucoup parlé, il avait raison, dans le système médiatique, il faut être complexe. Mais il y a quand même des questions pratiques que les gens se posent. Allons-y. Alors allons-y. Je reviens à la charge. Est-ce que la candidature Hollande, pour vous, est problématique ? Mais elle est forcément, elle a besoin d'être, il l'a dit lui-même, il a besoin quelque part à un moment donné de se relégitimer. Donc ce n'est pas décidé. Mais il a absolument... Vous le voyez souvent. Mais je le vois souvent, vous croyez qu'il en est à faire des confidences? Il voit beaucoup plus souvent un certain nombre de vos confrères pour en parler. Il n'a pas décidé parce que, tout simplement, il a décidé que sa décision serait au mois de décembre. Deuxième question qui se précipite. Est-ce que vous avez interprété hier le discours de Valls comme une possibilité de candidature? Mais tout le monde en parle ce matin dans les journaux. Oui, mais tout le monde en parle, ça suffit pas à créer une vérité. Donc, je pense que Manuel Valls est dans la loyauté puissante vis-à-vis du président de la République et dans son rôle de... Mais à la moindre défaillance, il a une identité, Manuel Valls, et parfois on lui reproche d'ailleurs, quand il s'affirme avec... Il croit qu'il a une tâche politique, il pense, je ne crois pas, il pense qu'il a une tâche politique, y compris lorsqu'il prend des risques, par exemple, sur la question du Burkini. On peut toujours, j'entends bien, certains disent, mais on est en plein dans l'été, cette question est marginale, etc. Non, il nous dit quoi? Donc Valls peut surgir. Où va la société française? Et les questions se posent à la société française. Donc Valls peut surgir. Ça vous paraîtrait légitime? Écoutez, que Manuel Valls soit le représentant des espoirs de la gauche, quand on voit comment une génération de gens de quinquagénaires se sont marginalisés, se divisent encore aujourd'hui, et ont quelque part échoué dans leur parcours politique, alors que lui, au milieu des difficultés, il assume, oui, il représente forcément un point d'appui pour l'avenir de la gauche. Voilà, les questions sont simples. Je vous adresse une lettre signée Emmanuel Macron, je m'en vais. C'est dans les Échos de ce matin. Est-ce que pour vous, c'est une alternative ou est-ce que finalement Emmanuel Macron, après le passage par le Puy du Fou, réfléchit à une candidature qui serait de la gauche, mais au-delà de la gauche? Mais je pense, écoutez, je viens de dire des choses en sympathie et en compréhension avec l'action de Manuel Valls, mais je ne veux pas dire du mal de ce que fait Emmanuel Macron. Il exprime aussi dans son action gouvernementale et dans son action politique d'ailleurs, à la fois des éléments d'avenir. Il insiste sur le fait que dans une société qui bouge, la France a des atouts, qu'il faut qu'elle se mette dans... Attendez, mais moi... Mais vous qui êtes je ne crois pas une seconde. Je ne crois pas une seconde. Vous croyez à cette candidature macronienne?
Macron, la candidature, elle va avoir lieu, parce qu'il va évidemment que cette lettre va finir par arriver sur le bureau de Manuel Valls. Vous joueriez quoi là-dessus? Comment? Mais non, mais attendez, si vous faites un pari, vous donnez une vérité. Allez-y. Non, vous faites un pari, là, vous donnez une information, vous faites un pari. Vous jouez quoi là-dessus? Je vais vous dire, je ne vais pas vous échapper. La lettre, elle arrivera. Maintenant, le problème d'Emmanuel Macron, c'est évidemment de régler son problème. En juin 2017. Non, elle arrivera, mais le problème d'Emmanuel Macron, c'est de régler son problème personnel avec François Hollande. C'est pas un problème personnel, c'est un problème politique, et c'est bien normal. Je pense qu'Emmanuel Macron, qui apporte plein de choses positives à ce gouvernement, même si parfois il donne l'impression où certains lui font jouer un pas de côté et non pas un pas avec l'ensemble. C'est lui qu'il joue. En partie, mais pas seulement, il est au gouvernement. Moi, je ne crois pas qu'il existe d'une façon abstraite. Donc vous ne croyez pas à cette démission? Non, je n'y crois pas, parce que je ne vois pas la perspective politique qui est derrière cela. Je crois au dépassement de la gauche, moi. Je crois au rassemblement de la gauche et à son dépassement. Vous savez mais on ne dépasse pas en s'isolant. Question, est-ce que vous pensez vraiment que l'argument de l'anti-sarkozisme, d'une menace, un drame, etc., est encore un argument valable? Est-ce que ça ne devient pas d'ailleurs un peu malsain de présenter Sarkozy comme une sorte de dictateur? Il y a deux choses qui existent. Non, moi je veux pas donner dans les caricatures. Le seul qui se caricature, c'est Nicolas Sarkozy lui-même, si j'ose dire. C'est-à-dire, quand vous lisez, moi je suis un lecteur de son livre. Quand les corps de propositions qui sont les siennes, il le fait de façon sciemment, et vous le savez, il joue la droite la plus extrême pratiquement dans tous les domaines. Que ce soit dans le domaine économique et social, que ce soit dans le domaine sociétal, que ce soit dans le domaine, j'allais dire, de ses rapports évidemment avec l'islam, avec l'immigration d'une façon générale. Donc il est sur ce terrain-là, il joue lui-même une partition. Est-ce qu'il y croit véritablement ou est-ce qu'il y croit pas? C'est une question que je renvoie aux électeurs de droite. Mais attendez, quoi? Vous croyez quoi? Que c'est gratuit, qu'on met 300 000 fonctionnaires à la porte sans toucher essentiellement sur les hôpitaux et l'éducation nationale? Vous croyez franchement que ça se fait comme ça, que c'est une culture de moustique? Enfin, de quoi parle-t-on? Est-ce que vous croyez les hommes politiques? Moi, j'ai tendance à les croire. Il y a plein d'électeurs de droite qui le souhaitent. Hein. Mais attendez, c'est leur droit. Ils feront quoi? 20% des Français? D'accord, mais c'est pas. Et ils vont être. Si imaginez que M. Sarkozy soit élu. Vous savez très mais comment bien c'est pas une menace? Enfin, vous supprimez 300 000 fonctionnaires dans l'éducation nationale et les hôpitaux, et moi, j'ai pas le droit de dire que c'est une menace? Enfin, excusez-moi, Guillaume Durand, je ne prends pas ça comme étant du pipi de chat, pour parler un peu trivialement. C'est des propositions politiques d'un homme politique, un ancien président de la République, qui fait des propositions. J'ai le droit de dire que ces propositions mettraient la France à feu et à sang. Relations avec le Parlement, vous savez que la diminution du périmètre de l'État, ce sont des choses que même la gauche... Mais attendez, une chose, moi je suis pour la diminution du périmètre de l'État. Mais attendez, c'est une chose, on peut être pour la chirurgie, on n'est pas forcément pour se faire couper la tête. C'est le médecin qui parle. Je rappelle que vous êtes médecin. Je voudrais simplement revenir une seconde sur Manuel Valls. Il y a quelques instants, donc Laurent Wauquiez vient de tenir des propos assez durs sur Manuel Valls en disant qu'il était mais en disant qu'il était en perdition. Est-ce que vous considérez que là aussi on reste dans la violence ou est-ce qu'il y a une part de vérité? Wauquiez. Attendez, j'ai le droit de critiquer durement le programme de Nicolas Sarkozy quand je prends les propositions de Nicolas Sarkozy et que je dis que ce sont des propositions extrémistes, violentes, qui aboutiraient à franchement changer complètement la nature de la République et du pays, et que ceci aboutirait à mon avis, on peut me critiquer, mais à un véritable chaos social et politique. Bien, une fois que j'ai dit ça, je n'insulte pas Nicolas Sarkozy. Bien, et donc Monsieur Wauquiez est dans l'insulte, il est dans la violence, mais dans son propre camp aussi. On sait très bien que c'est le représentant d'une droite qui, elle, veut très clairement s'allier avec le Front National, et il est le représentant de quelqu'un qui mettrait ce pays, effectivement, dans un grand chaos. Question, est-ce que vous considérez, puisque vous êtes ministre chargé des relations avec le Parlement, qu'en aucun cas, il n'y aurait de loi sur le burkini? Je crois qu'il est tout à fait, d'abord, impossible à écrire une loi sur le burkini. Parce qu'à droite, ils en veulent une. Hein. Mais et ils disent, même s'il y a un problème avec le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, il est impossible de l'écrire. Je vous donne un exemple très simple, si vous me donnez une seconde. Médecin qui parle,
vous avez des gens qui légitimement vont aller se baigner avec des éléments de se protéger du soleil et ils vont être complètement protégés. Bon, je vais pas moi faire une loi leur interdisant de se protéger contre le mélanome, par exemple. Bien. Alors, donc je ne vais pas écrire qu'il est interdit. Mais le burkini n'est pas simplement un tissu, certains disent c'est un drapeau. Ah mais je suis d'accord, mais je suis tout à fait d'accord. Donc je reprends d'ailleurs une phrase que j'ai vue de Arnaud Montebourg ce matin, avec laquelle je suis entièrement d'accord. Je suis contre le burkini pour tout ce qu'il représente politiquement, pas religieusement. C'est pas un syndrome, c'est pas un signe religieux, c'est un signe politique, de l'islam politique. Je le condamne, mais c'est pas parce que je le condamne que je fais une loi pour l'interdire. D'abord parce que c'est difficile à écrire juridiquement, indépendamment du problème constitutionnel. Et deuxièmement parce que il y a tout un tas de choses que je condamne pour lesquelles je ne fais pas une loi. Donc, le Front National, je le condamne absolument, et pourtant, je ne fais pas de loi sur le Front National. Donc, la loi, me semble-t-il, est une démagogie, et elle n'est pas dans le domaine de la raison, de l'écriture, du droit. Elle est donc une proposition qui est tout à fait exagérée, ce qui n'empêche pas la condamnation la plus forte et le soutien, y compris aux arrêtés qui ont pu être pris quand cela se posait par certains maires de bonne foi. Est-ce que vous considérez que Jean-Pierre Chevènement est l'homme idoine pour régler cette situation ? Jean-Pierre Chevènement est un homme... Il commence déjà à être contesté à gauche. Oui, pas simplement à gauche. C'est vrai qu'on peut trouver étonnant qu'au XXIe siècle, que ce soit un non-musulman qui règle le problème des musulmans, et que ce soit quelqu'un qui a dit que dans certaines banlieues, il n'y avait pas un Français qui règle le problème. Non, ça c'est deux choses différentes. Ah oui, mais ce sont deux arguments qui ont été donnés contre lui. Non, mais Chevènement est quelqu'un qui est un républicain puissant, qui dit des choses puissantes, et c'est pas parce qu'on dit des choses puissantes et qu'il faudrait nommer des gens qui n'ont rien à dire sur différents sujets. Donc, Chevènement, en tant qu'homme politique français, est quelqu'un pour lequel j'ai énormément d'estime. Je pense simplement, et c'est ce qu'a dit d'ailleurs Bernard Cazeneuve, et ce que je crois pense Chevènement lui-même, c'est qu'au-delà d'une période assez courte où il est là pour installer les choses, il faudra évidemment que ce soit des personnalités du monde musulman qui s'organisent. Ne faisons pas de fausses polémiques sur le sujet. Jean-Pierre Chevènement peut être un point d'appui, mais il faudra évidemment aller plus loin. Il reste 36 secondes. J'ai un vote très simple à vous suggérer pour un deuxième tour de présidentiel. Tous les sondages donnent les Républicains contre le Front National. Donc vous qui considérez que Sarkozy est une menace, vous allez être ramené à voter Sarkozy s'il est le candidat des Républicains. Je vous retourne la question. Ma réponse est spontanément oui. J'ai pas de problème avec ça. Simplement, j'ai un problème, moi. Dans l'état actuel des choses, avec ce programme-là, la droite aura énormément de mal à avoir des voix républicaines pour se faire élire face au Front National. D'abord au présidentiel, et plus encore après au législatif. Donc finalement, vous préfériez voter Juppé. Mais je ne préfère rien du tout. La gauche est dans aucun sondage, la gauche est dans le deuxième tour. Mais écoutez, vous savez très bien que Nicolas Sarkozy nous explique off qu'à partir du mois de janvier, après les primaires, il changera de discours. Bien. Alors, si j'étais dans la politique politicienne, je pourrais vous dire, attendons le mois de janvier. Donc, je n'ai pas de choix de personne. Je laisse les gens responsables de leur action politique. Mais vous le ferez. Si la nécessité est de voter contre le Front National, vous le ferez. Non seulement je le dis, mais je l'écris. Et j'écris la chose suivante, c'est que tout candidat républicain doit se mettre en situation de faire voter l'autre rive de la République au deuxième tour. Oui, il y aura Madame Le Pen au deuxième tour. Malheureusement, c'est ce qui est infiniment probable. Et donc, le candidat de gauche doit s'apprêter à faire voter pour lui les électeurs de droite, et le candidat de droite doit s'apprêter à faire voter pour lui les électeurs de gauche. Ce qui demande un minimum de sens du compromis. Et ça, je pense qu'il est temps de comprendre que nous sommes dans une nouvelle donne politique, et non pas dans la vieille politique. Merci beaucoup Jean-Marie Le Guen, donc chargé des relations avec le Parlement dans le gouvernement de Manuel Valls, l'invité de la matinale de Radio Classique ce matin. Nous avons rendez-vous avec le rappel des titres, la revue de presse de Michel Grossière, et nous retrouvons Philippe Tesson et Bruno Roger Petit. Bonne journée à vous. Merci. C'était l'invité politique sur Radio Classique et Paris Première.